Bonjour à tous, la Guadeloupe doit-elle être fière de l'entrée au gouvernement de Justine Bénin? Quels sont les vrais enjeux de la course à la députation dans la 3e circonscription? Le sortant, Max Mathiazin, est-il vraiment en danger? Max Mathiazin, député sortant de cette 3e circonscription, est l'invité de Franc-Parler. Max Mathiazin, bonjour. Bonjour Monsieur Fundéré. On vous sent très content pour Justine Bénin. Très content pour Justine Bénin parce que j'ai appris à connaître Justine. Je la connaissais déjà parce qu'elle était ma collègue au conseil général quand j'étais conseiller. Mais j'ai appris à connaître cette femme, cette jeune Guadeloupéenne qui se dépense sans compter et qui pense beaucoup à la Guadeloupe. Et je l'ai vue, elle mère de famille, vraiment se donner corps et âme, en tout cas avec une conscience honnête pour son pays. Et je pense que la Guadeloupe a des raisons d'être fière de sa nomination. Une nomination donc comme secrétaire d'État chargé de la mer, c'est pas n'importe quoi. Non, ce n'est pas n'importe quoi, contrairement à ce que d'aucuns voudraient faire croire, puisque la France est la 2e puissance maritime du monde. Et nous avons une problématique ilienne, nous avons une problématique de sargasses, nous avons des problématiques liées aux zones exclusives, à la zone exclusive économique. Par conséquent, je pense que Justine Bénin est à un poste qui lui permet d'avoir une bonne feuille de route pour vraiment se donner à fond. Et je la connais, elle a l'habitude de le faire, ça. Ça change un petit peu la configuration de la campagne dans la 2e circonscription, même si ce n'est pas la vôtre. Non, ça ne change rien. Elle sera en campagne ce soir, puisqu'elle présente sa candidature ce soir, je serai à ses côtés. Et quand bien même, de toute façon, c'était déjà prévu. Et puis, je pense que c'est une fierté pour une fille du moule, de toutes les façons. Par conséquent, et pour nous aussi en Guadeloupe, plutôt que de la dénigrer, je propose que nous puissions l'écouter, l'aider et comprendre que nous avons des enjeux à venir. Et il est très bien que nous ayons, par exemple, dans les négociations que nous allons sans doute avoir avec le gouvernement, eh bien, des ultramarins et pourquoi pas Justine Bénin. Encore une fois, je vous fais remarquer que c'est une Guadeloupéenne, enfin, voilà, dans le ministère. Très bien. D'une manière générale, que pensez-vous de ce gouvernement? Je ne connais pas, je pense que c'est un gouvernement de transition. J'ai trouvé que ça a mis beaucoup de temps et Elisabeth Borne paraissait bien décelée. C'est un gouvernement de transition mis en place par Emmanuel Macron. Je crois qu'il s'attend à toutes les éventualités maintenant. D'après ce qu'il a lui-même laissé filer comme confidence, ce sera une élection de toute façon législative difficile. Par conséquent, mais moi ce qui me frappe, c'est, pour l'instant je n'ai pas encore fait l'analyse parce que de ce gouvernement c'est tout chaud, mais ce qui me frappe c'est qu'il n'y a pas un ultramarin qui soit aux Outre-mer. J'aurais pu penser que finalement, tirant la leçon de ce qui s'est passé, de la manière dont les élections présidentielles se sont passées, j'aurais pu penser que Emmanuel Macron aurait nommé un ultramarin aux Outre-mer. Ce n'est pas le cas. Je connais Madame Pivet qui a été nommée, mais elle a certainement une sensibilité ultramarine. Mais dans la phase actuelle, il faut vraiment quelqu'un qui a vécu nos problématiques pour nous comprendre, ou qui vit nos problématiques. Évoquons à présent, Max Mathiazin, ce terrible drame qui frappe la commune de Déhay, la 3e circonscription, et qui a ému toute la Guadeloupe. Je parlais de la mort tragique du petit Ethan, dans les circonstances que l'on sait. Vous avez tenu à faire part de votre immense tristesse. À un double titre, parce que Ethan était un enfant plein de vie, mais Ethan est le fils de mon cousin Germain. Donc on est en famille, et puis Déhay est une grande famille. Ça a été une véritable émotion. Et nous étions là avant-hier soir et nous nous attendions à ce que nous espérions que la mer, parce que nous savions bien que le drame était joué, mais que la mer nous le rendrait. Eh bien, toute la communauté déhésienne, le maire de Déhay et tous, la famille, nous étions, et même les sauveteurs ont fait un travail extraordinaire, et tous ceux qui avaient un canot, qui savaient plonger, etc. Et puis Ethan n'était pas loin. Le lendemain matin, on l'a retrouvé, puisque à Déhay et surtout à Riflette, la mer a la réputation, et nous le savons, de rendre toujours ce qui est jeté dedans ou ce qu'elle prend. Et donc la mer nous a rendu Ethan. Ce décès tragique rappelle combien nos plages peuvent aussi être dangereuses et la nécessité peut-être d'avoir des postes de surveillance, de baignade sur certains sites sensibles. Quand allons-nous nous y mettre sérieusement pour limiter ce genre de drame?
Mais je connais quelqu'un à qui ça tenait à cœur profondément, c'était Feu Robert Geoffroy, qui était, j'ai presque envie de dire, le père de la natation en Guadeloupe et du sauvetage. S'il a fait des propositions au maire, je pense qu'il faut continuer à travailler là-dessus parce que l'idée a été relâchée à un moment donné. À un moment, on s'occupait d'environnement avec Félix Poteau. Depuis Félix Poteau, on s'occupait de la question de l'environnement, de la propreté des plages, de leur tenue. Je pense que maintenant, il faut que les choses se clarifient sur la question des 50 pas géométriques, parce que l'État a fait une proposition aux collectivités territoriales de prendre en charge ces 50 pas géométriques par une concession, par une convention qui doit être signée. La signature de cette convention a été est retardée, n'est pas faite jusqu'à présent. Donc je pense que la signature de cette convention de prise en charge par les collectivités territoriales des 50 pas géométriques doit nous permettre justement de travailler pour mettre en place ces postes qui sont des emplois créés de maîtres nageurs, de surveillants de baignade à créer et qui peuvent véritablement nous aider. Très bien. C'est dans ce contexte que démarre la campagne des législatives. Il y a pléthore de candidats dans votre circonscription, la 3e. Que faut-il y voir? Il faut y voir que j'ai suscité l'envie, un engouement chez les candidats. Vous savez qu'avant, pas seulement moi, mais avant le député que je suis, et on ne parlait pas. Les députés, ils allaient en France et on ne savait pas ce qu'ils faisaient. Nous avons décidé d'être transparents dans la parfaite expression de la démocratie vis-à-vis de nos concitoyens, et notamment des concitoyens de la 3e circonscription. J'ai voulu, en tout cas, qu'ils sachent, que ce soit par communiqué, par la presse, par les réseaux sociaux, ce que moi je fais. Je pense que je fais de la politique et je me suis lancé en politique pour cela, pour aider, pour jouer et associer tous nos concitoyens à ce que nous faisons. Et je crois que ça a suscité certains ont vu dans ce poste-là un certain prestige. Tous les maires pensent un jour être députés. Mais à l'époque, lorsque nous avions des députés qui revenaient de France et qui nous parlaient d'amendements, nous ne savions pas ce qu'était un amendement. Aujourd'hui, je peux dire que la plupart des Guadeloupéens savent comment ça fonctionne à l'Assemblée nationale. Mais c'est aussi, pas seulement, c'est grâce à leur curiosité, leur envie de savoir, leur envie d'être dans les affaires publiques, mais aussi parce que nous avons fait un travail au plus près de la population. Oui. Manifestement, c'est Haro, sur le sortant Max Mathiasin, accusé d'avoir trop fait le jeu de la majorité présidentielle. Je rappelle qu'en 2017, la Guadeloupe avait voté à 75% pour Emmanuel Macron, 75,2%. Je ne crois pas que Marine Le Pen ou Mélenchon aient atteint ce score. Et Max Mathiasin, justement. Et de ceux, je suis le seul à n'être pas rentré dans la majorité d'Emmanuel Macron. On a essayé de faire un groupe ultramarin. Ça n'a pas marché parce qu'il en fallait 15. Nous sommes 27 ultramarins plus ces 3 Corses. À cause de l'un de nos députés, ça n'a pas marché. Mais à ce moment-là, je me suis dit que je n'irais pas chez les socialistes parce qu'on m'avait fait plein de misère, beaucoup de problèmes chez les socialistes. Et on m'avait, jusqu'à ce que j'ai démissionné en tant que premier secrétaire en 2015, donc je ne serais pas allé chez les socialistes. Et je ne pouvais pas aller dans un autre groupe. Nous avons essayé de mettre en place un groupe de progressistes qui n'a pas marché. Je me suis situé comme apparenté au centre, mais pas comme adhérent. Ça veut dire que je ne suis pas comptabilisé dans le nombre de membres pour lesquels on verse l'argent au groupe Modem. Je n'ai pas peur de le dire. Ça m'a permis de garder une situation d'équilibre. Et le seul député, le député que l'on a entendu tout le long, c'est moi. Quand d'autres avaient peur, j'étais là. Quand il s'est agi des radars, des 100 radars, je ne suis pas contre la sécurité routière, puisque j'étais aux assises de la sécurité routière qui s'est tenue récemment. Mais ce que je dis, c'est que 100 radars, un radar tous les 10 km, il n'y en a pas beaucoup, à part Max Mathiasin et Éric Coriolan, qui se sont insurgés contre cela. Parce que les autres, beaucoup d'élus guadeloupéens ont peur des conséquences ou de parler au préfet. C'était le préfet Gustin à l'époque. Ça m'a peut-être valu des désagréments. J'ai été celui qui a dit à Mme Belloubet qu'il fallait absolument, quand elle a été en visite en Guadeloupe, devant mes concitoyens et devant mes collègues, il faut qu'on embauche beaucoup plus d'ultramarins, comme promis en 2009, sur des postes déconcentrés de l'État. Elle m'a dit qu'elle le rapporterait au président de la République. Et sur bien des sujets, j'ai pris position. J'étais là, par exemple, récemment, quand on allait appliquer le pass vaccinal en Guadeloupe. J'ai voté contre le pass sanitaire, la loi du 5 août.
J'ai voté contre le fait qu'on puisse obliger les soignants à être vaccinés. Et j'ai porté un amendement, j'ai fait modifier l'article 1er de la loi sur le pass vaccinal. Ayant constaté que près de 70% des Guadeloupéens n'étaient pas vaccinés, que l'adoption du pass vaccinal, c'était mettre les Guadeloupéens sous cloche. Je l'ai dénoncé souvent à la radio. Et ceux qui disent aujourd'hui, j'ai voté pour mon amendement, et j'ai si bien fait, l'amendement que nous avions travaillé ensemble, c'est si bien fait que le pass vaccinal ne s'est jamais appliqué en Guadeloupe. Ça a été appliqué dans l'Hexagone, ça a été aboli sans être appliqué en Guadeloupe. J'ai défendu la Guadeloupe, mais je crois que beaucoup ont intérêt à venir ici, et je parle des concurrents qui convoitent la 3e circonscription. Ils vont devant les journalistes et disent « Mathiasien a voté ceci, Mathiasien a voté cela ». Ce que j'ai voté, ce que j'ai défendu, c'est la voie de la Guadeloupe, la voie de la dignité, de l'humanisme. Quand un jour je m'aperçois qu'on vend des hommes en Libye qui sont des Noirs, j'ai eu la 5e standing ovation de la 5e République. Mais j'ai eu à partir de là toute espèce de sollicitation. Et donc, mais je suis resté, on m'a demandé de préfacer des livres, de prendre la tête de partis politiques. Mais j'ai gardé la tête froide parce que je suis un fils de la Guadeloupe, un fils de la campagne déhésienne et un fils avant tout de ma communauté. Voilà, donc il y aurait tellement de choses à dire, où je me suis battu pour la retraite des agriculteurs. C'est moi aussi qui me suis insurgé par une enquête parlementaire contre les produits de dégagement en Guadeloupe. Qui connaît les produits de dégagement? Eh bien, les produits de dégagement, c'est les paquets de poulets qui sont des invendus, qui parfois sont proches de la péremption et que l'on vend dans les Outre-mer, que l'on vend chez nous. Eh bien, je me suis battu contre ça et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup moins, enfin je ne dis pas qu'il n'y en a pas, de produits de cette nature chez nous. Donc vous maintenez, vous êtes démarqué à chaque fois que ça a été possible de la politique du gouvernement? Chaque fois que cela a été utile. Chaque fois que cela a été utile, je me suis démarqué de la politique du gouvernement parce que, je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire, quand, par exemple, j'entends le Rassemblement national condamner la nomination de Pape Ndiaye, qui est un noir comme nous, à l'éducation nationale, je me dis que le représentant du Front National ne devrait pas être fier de cette condamnation, parce que Pape Ndiaye est un fils de l'immigration, un noir comme lui-même, parce qu'il se dit noir, il se dit indien. Eh bien, quand je l'entends, je sais que le Rassemblement national condamne cela, eh bien, je trouve ça en tout cas ahurissant. Oui. La flèche est pour votre adversaire, un de vos adversaires, auditeur. Oui, parce que beaucoup pensent que la colère, qu'ils vont capitaliser sur la colère des Guadeloupéens. J'ai été le premier, j'en suis conscient, j'ai été le premier à dire à Emmanuel Macron en face, Monsieur le Président, vos ministres n'ont pas le réflexe ultramarin. J'ai combattu là où j'étais, avec les armes que j'avais. Et 5 minutes après, il a repris dans un discours en leur demandant d'avoir le réflexe ultramarin. Je suis le premier à dire que la politique qui a été menée à notre égard, j'ai presque envie de dire à notre rencontre, a été avec la nomination de M. Lecornu, avec M. Gustin, avec qui j'ai eu des problèmes en Guadeloupe, sa nomination comme directeur de cabinet au ministère des Outre-mer. Eh bien, cette politique a été une politique au détriment, en ne tenant pas compte de nos réalités, une politique un peu manfichiste, parce que quand il est arrivé ici, on voit bien qu'il voulait qu'on se mette à genoux avant qu'il ne tienne compte de ce que nous avons. J'ai été celui qui a été à l'initiative d'une demande, et tous les parlementaires peuvent le dire, le président de région, le président du département, président de l'association des maires, à l'initiative du rendez-vous de novembre avec le Premier ministre sur la question du mouvement social, de la vaccination, etc. Et surtout, on a demandé un plan pour la jeunesse. Seulement les Guadeloupéens, l'État s'est mis à faire un plan, mais les Guadeloupéens n'ont pas vraiment, les élus guadeloupéens n'ont pas vraiment été associés à ce plan. Si vous permettez, je tiens à quand même parler des institutions. Les institutions de la République française, tant que nous sommes français, existent, enfin, avec une forme évolutive, depuis 1789. Et c'est l'expression de la démocratie. Mais je dirais aux Guadeloupéens, pour être prosaïque, ça fonctionne comme un conseil municipal. Vous pouvez représenter autant d'amendements que vous voulez.
si vous êtes minoritaire parmi les 577 députés, quand on dit on passe au vote, eh bien c'est comme dans un conseil municipal, tous les opposants dans un conseil municipal le savent, c'est la motion ou l'amendement majoritaire qui va passer. Par conséquent, nous sommes 27 ultramarins, nous sommes 4 Guadeloupéens. Et nous savons très bien comment ça se passe. Les Guadeloupéens ont choisi, et je le dis pour les gens qui, j'entends par exemple dans ma circonscription, des personnes qui ont l'habitude de barrer les routes ou n'importe quoi, dire, l'un qui est monté à l'Assemblée nationale, un qui a exigé que Macron fait ceci ou que les députés. Mais ça n'existe pas. Quand on vote, quand on dit on passe au vote, eh bien on passe au vote. Et si vous êtes minoritaire, parce que les Guadeloupéens sont dans le cadre de l'article 73. Et nos amendements, comme l'amendement que j'ai défendu sur le pass vaccinal, alors que j'ai voté, je dis bien, contre le pass sanitaire, c'était pour empêcher que le pass vaccinal, en modifiant la loi, en modifiant l'article 1er de la loi, j'ai empêché, avec d'autres qui y ont réfléchi, que le pass vaccinal s'applique en Guadeloupe. Il n'a jamais été appliqué. Très bien. Que dites-vous, Max Mathiazin, à ceux et celles qui ont voté RN en Guadeloupe lors de la présidentielle et qui pourraient se laisser convaincre à nouveau? Non, je pense que non, les Guadeloupéens savent qui est leur fils, qui a travaillé, qui n'a rien fait à l'Assemblée nationale, qui prétend être à l'Assemblée nationale pour une question de prestige, qui s'assoit à côté d'Emmanuel Macron et qui dit qu'Emmanuel Macron nous a tout donné, m'a tout donné, qui, par exemple, aujourd'hui dit, par démagogie, je vais embaucher les personnels qui sont dans ma commune. Il y a un candidat qui dit, je vais embaucher les personnels qui sont suspendus dans ma commune. Alors aujourd'hui, vous voudrez lui poser la question de savoir s'il va ouvrir un EHPAD dans sa commune, si la commune va être transformée en hôpital, parce qu'il s'agit essentiellement d'aides-soignants, d'infirmiers, d'infirmières, enfin bref, de brancardiers, de personnel hospitalier et qui n'ont aucun statut, aucune vocation à travailler dans une commune. Je comprends la démagogie, je comprends l'engouement, l'envie que peut susciter un poste. Mais d'abord, un poste, c'est un lieu, un mandat de député, c'est un lieu où l'on travaille. Il ne suffit pas d'être le copain du président pour dire que j'aurai tout. Et puis, il y a un degré de démagogie qu'on ne doit pas dépasser. Faire croire ça aux gens pour les voir, eh bien, ça part peut-être d'une mauvaise intention, mais ça ternit la réputation des élus. Très bien. Merci à vous, Max Mathiazin, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur votre chaîne locale pour un nouveau Franc Parler.